Bonjour à tous, Vincent Froger, responsable des programmes scientifiques au sein de l'ESEP École d'ingénieurs et enseignant-chercheur au sein de l'équipe pédagogie active, approche cognitive et technologique du laboratoire CERAD. Et nous allons vous présenter aujourd'hui une vidéo qui correspond à la retransmission d'une rencontre pédagogique qui a eu lieu le 22 février 2024 sur le sujet du bilan des états de connaissance des élèves établis grâce à Moodle, via notamment l'utilisation des degrés de certitude au sein de certains questionnaires de type QCM. Aujourd'hui, c'est un petit peu de parler de questionnaire avec degré de certitude. Imaginons qu'on ait proposé à Einstein de faire un QCM rapide et on lui demande quel type de réponse il aurait pu cocher. Moi, je lui aurais posé deux questions particulières. Première question, je lui aurais demandé si pour lui l'univers était infini. Alors, là pour répondre, mais je peux vous garantir qu'il aurait coché sur un oui/non la réponse oui. Il l'a dit, hein. Donc, je suis parti évidemment de se dire. Et en question numéro 2, je lui aurais posé aussi la question, la bêtise humaine est-elle infinie? C'est un peu moins scientifique, quoique. Et si on regarde la réponse qu'il aurait cochée, il aurait pu répondre oui. Aussi sur des faits. Tu t'es aussi appuyé sur des faits. Ah oui, c'est dans la même phrase. Il l'a dit dans la même phrase. Donc, c'est une de ses citations. Sauf que Einstein, dans un esprit éclairé, il s'est tout de suite empressé d'ajouter une information supplémentaire à ses réponses, lorsqu'on lui a posé des questions. Et donc, lorsqu'on lui a demandé si l'univers était infini et si la bêtise humaine était infinie, il a ajouté 2 éléments à ses réponses qui sont en fait des degrés de certitude. Il a dit que pour ce qui était de l'univers, il n'était pas du tout sûr de ce qu'il affirmait. Par contre, il a dit que pour la bêtise humaine, il était totalement sûr de ce qu'il affirmait. Mais là, on voit tout l'intérêt en fait de l'usage de ces expressions. Voilà, donc là, ici, il y en a eu 3 qui sont listées, hein, pas du tout sûr, moyennement sûr, tout à fait sûr, qui sont des degrés de certitude. C'est que tout de suite, sur 2 réponses qui paraissent identiques, par exemple ici, il a coché 2 fois la réponse oui, là, on se retrouve avec finalement 2 descriptions différentes. Dans le premier cas, on se retrouve avec une conviction sans certitude, et dans le deuxième cas, une conviction avec certitude. Et donc, cet élément de langage qu'il a ajouté dans sa réponse lui a permis justement de nuancer ses réponses en fonction de lui, de son degré de certitude qui lui était propre. Et donc, c'est ça l'intérêt des degrés de certitude, de façon générale, c'est de pouvoir apporter une nuance aux affirmations, aux propositions que l'on fait. Alors, si on résume l'idée de ces degrés de certitude, nous, on va se focaliser dans le cadre de cette présentation, non pas sur des questions générales, mais plutôt sur des questions qui sont en lien avec l'apprentissage, et donc avec les enseignements. Et on pourrait se demander quel est l'intérêt d'utiliser les degrés de certitude, justement, lorsqu'on est dans un cadre d'apprentissage pour évaluer des réponses. Alors, il y a 2 intérêts principaux, c'est que ça permet aux répondants, le plus souvent des élèves, de se prémunir de 2 états de connaissances qui sont particulièrement défavorables pour eux comme pour nous. C'est dans un premier cas d'éviter le manque d'assurance, c'est-à-dire se retrouver dans une position « je ne sais pas que je sais », et un certain nombre d'élèves peuvent se retrouver spontanément dans cette position-là. Et l'autre écueil qu'il faut absolument éviter, c'est l'ignorance ignorée, c'est-à-dire avoir un élève qui se retrouve dans la position « je ne sais pas que je ne sais pas », c'est-à-dire qu'il ignore ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Donc, ces 2 états-là, ils ne sont pas forcément visibles à partir du moment où on se contente simplement de questionner les élèves en direct. Par contre, il y a moyen de le rendre visible, ou en tout cas de le mettre en relief, sitôt que vous utilisez les degrés de certitude et que vous poussez les élèves à associer un degré de certitude à chacune de leurs réponses. Donc, pour nous, l'intérêt, l'objectif, ça va être surtout de pouvoir indiquer aux élèves, enfin, c'est plutôt les élèves qui nous indiquent, parce qu'au final, c'est à eux qu'on leur demande, mais éviter qu'ils se retrouvent dans des situations où ils ne savent pas qu'ils savent ou qu'ils ne savent pas. Vous voyez, c'est une imbrication de mots. Donc, on a plusieurs intérêts à faire ça. Donc, pour l'apprenant, pour l'élève lui-même, l'intérêt d'utiliser ces degrés de certitude, c'est que ça lui permet tout simplement de formaliser une analyse réflexive des réponses qu'il donne. Et donc, il formule, à défaut de faire une auto-évaluation, il formule une auto-appréciation de son résultat, de sa réponse.
Donc, ça lui permet de jauger un peu la fiabilité de ce qu'il répond. Du point de vue de l'enseignant, du coup, lui, il va pouvoir analyser les données qui sont complétées à la fois par les réponses et par les degrés de certitude, et ça va lui permettre de juger un petit peu la prise de recul de l'élève vis-à-vis des réponses qu'il a fait, et donc d'obtenir un bilan beaucoup plus complet de l'état de connaissance des élèves. C'est-à-dire, est-ce qu'il sait, est-ce qu'il ne sait pas, et surtout, est-ce que lui-même est conscient de ce qu'il sait et de ce qu'il ne sait pas. Donc, c'est ça tout l'objectif et tout l'intérêt d'utiliser des degrés de certitude dans des thèses, dans des questions pour les élèves. Alors, pour la mise en œuvre, moi, je me suis assez rapidement questionné sur quels vont être les besoins et quelles vont être les cibles que je vais privilégier pour tester ce mode de réponse pour les élèves. En fait, j'ai commencé l'année dernière, en 2022-2023, dans une matière de maths, avec des élèves de première année, donc des post-bac. Et j'avais tout fait sous format écrit. Alors, ce n'était pas spécifiquement des QCM, encore qu'il pouvait y en avoir, mais c'était un ensemble de questions qui étaient posées dans un test, pour lequel je leur demandais, en plus de leur copie, de m'indiquer une réponse dans un cadre. Et en même temps, je leur proposais de cocher systématiquement un degré de certitude associé à leur réponse qu'ils me donnaient. Alors, j'en avais défini 4, vous voyez, avec différents mots de vocabulaire, certains plutôt sûrs, pas très sûrs, très incertains. Et moi, mon idée, c'était de pouvoir faire usage à la fois de la réponse et du degré de certitude pour pouvoir renseigner l'élève sur son état de connaissance, mais aussi j'avais comme objectif d'essayer d'utiliser ces données pour pouvoir éventuellement bonifier la note. On est sur une évaluation sommative, donc pour pouvoir bonifier la note si la qualité de la prise de recul était au rendez-vous. C'était un peu mon objectif. Sauf que je me suis heurté très rapidement à quelques problèmes. Le premier problème rencontré, c'était pouvoir recenser tout simplement les saisies et saisir les combinaisons de réponses, puisque ça faisait tout un lot d'associations. Il faut savoir que si vous posez 10 ou 15 questions pour un test, après, il faut multiplier par 2 parce que du coup, il coche les degrés de certitude qui vont avec. Et puis, il faut multiplier à la fin par le nombre d'élèves pour avoir la totalité de la correction qui se met en place. Donc, ça demande encore plus de temps de correction. Donc là, je me suis rapidement demandé comment je pouvais optimiser ce temps de correction et la prise en compte de ces degrés de certitude. Et l'autre élément, c'était cette histoire de bonification. Moi, j'étais sur un mode où j'avais envie de bonifier effectivement les bonnes prises de recul, mais pour pouvoir le faire d'une façon très impartiale et très précise, j'ai rapidement été pris de court parce qu'il aurait fallu que je me crée une règle de calcul spécifique et que je fasse tout ce travail de saisie et de traitement des données pour pouvoir y arriver. Donc, j'étais parti sur une attribution plus 0,5 si c'était partiellement en phase, plus 1 si c'était en phase, et puis 0 sinon. Mais je n'étais pas très convaincu du mode de calcul, du mode d'attribution de ce bonus. Donc, il fallait que je puisse définir aussi, en termes de besoins, une règle de calcul beaucoup plus précise et beaucoup plus rigoureuse que celle-ci, qui était une analyse à vue d'avion des degrés de certitude qu'avaient rempli les élèves. Donc, tout bien pesé, je me suis tourné vers David, évidemment. On s'est dit il faut qu'on puisse au moins automatiser la saisie et l'exploitation des données. Et pour pouvoir faire ça, très rapidement, on s'est tourné vers Moodle, puisque c'est, en tout cas à l'ESEP, l'outil qu'on utilise principalement pour tout ce qui est mise à disposition des élèves, que ce soit aussi bien les ressources que aussi pouvoir organiser des tests en ligne. On utilise d'autres outils, mais Moodle est un des outils principaux qu'on utilise pour ça. Et donc, je me suis dit, voilà, pour l'année suivante, comment je pourrais orchestrer les choses de façon plus optimisée, plus automatisée, avec Moodle. Et donc, on a fouillé un petit peu dans les paramétrages avec David, et on a évidemment localisé une fonction Moodle qui permettait de pouvoir générer des degrés de certitude associés aux questions. Tout ça, c'est en fait lié dans le paramétrage des tests. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de Moodle, normalement, vous connaissez cet onglet, l'onglet test, qui vous permet de créer un test en ligne. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pourrez aller l'explorer. Vous verrez, c'est quand même assez intuitif dans sa conception. Et donc, pour concevoir un test, il faut juste à la base, au moins en amont, créer sa banque de questions.
comme vous créeriez de toute façon des questions pour un test écrit classique. Donc, on fait la même chose en ligne sur Moodle, on crée des banques de questions. Alors, les questions peuvent être de différents types, hein. Ça peut être du QCM, du vrai-faux, de la réponse libre, de l'appariement. Donc, il y a vraiment des tas d'options différentes. Bon, moi, je me suis focalisé sur l'expérimentation que j'ai menée sur les choix multiples et quelques vrais-faux. J'ai principalement ciblé le choix multiple parce que c'était celui qui m'intéressait le plus. Et donc, quand on a créé cette banque de questions, on peut ajouter les questions au test et donc créer son test en ligne avec Moodle. Dans les paramétrages, vous avez des tas de paramètres que vous pouvez utiliser, hein, que vous avez certainement déjà utilisé vous-même. Hein. Mettre une date d'ouverture, une date de fermeture, une durée d'exécution, des choses comme ça. Le comportement aléatoire des questions, par exemple. Et si vous regardez bien dans le paramétrage Moodle, en fait, dans le comportement des questions, vous avez un item qui s'appelle « Comment se comportent les questions ». Et dans cet item, on retrouve plusieurs propositions. Et il y en a deux, des feedbacks a posteriori et feedback immédiat, qui possèdent aussi l'indication de certitude. Alors, c'est quelque chose qui est plus discret, qui n'est pas si souvent que ça utilisé. En tout cas, on n'a pas trouvé beaucoup la trace avec David dans les pratiques à l'ESEC. Et on s'est dit, on va sélectionner cette option et voir ce que ça donne, puisque du coup, ça nous permettrait d'automatiser les choses. Donc, pour ceux qui voudraient à terme utiliser le test avec degré de certitude via Moodle, il faut savoir que vous avez déjà une fonction qui est pré-paramétrée, qui est prête à l'emploi pour ça. Il suffit juste de faire cette sélection dans le paramétrage Moodle. Donc, c'est relativement rapide. Alors, quand on sélectionne ça sur Moodle, voilà un petit peu l'affichage. Donc là, j'ai pris un exemple de question, peu importe le type de question. Bon, là, ici, c'est une question vrai-faux. Donc, on a la question qui est posée au début. On a veuillez choisir une réponse. Donc, ça, c'est ce qui est proposé à l'élève. L'élève va devoir choisir si c'est vrai ou si c'est faux. Et en dessous, vous voyez, il y a un bloc supplémentaire qui s'ajoute systématiquement qui s'appelle niveau de certitude, avec 3 coches possibles. C égale 1, pas du tout sûr, inférieur à 67%. C égale 2, moyennement sûr, supérieur à 67%. Et C égale 3, tout à fait sûr, supérieur à 80%. Donc, Moodle, il donne 3 indications. Sur ce degré de certitude, il donne soit un numéro, 1, 2, 3, soit une expression avec de la syntaxe. Donc là, en l'occurrence, c'est le langage qui est utilisé, pas du tout sûr, moyennement sûr ou tout à fait sûr. Et puis après, il donne un pourcentage. Alors, je reviendrai sur ces histoires de pourcentage un peu plus loin dans la présentation pour vous indiquer d'où ils proviennent, parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés n'importe où. Et donc, si l'élève se retrouve face à cette question sur Moodle, il devra d'abord cocher la réponse qu'il souhaite indiquer, si c'est vrai et si c'est faux, en fonction de l'énoncé. Il devra aussi cocher son degré de certitude parmi 3 choix possibles. Alors là, par contre, c'est Moodle qui impose le nombre de choix possibles. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on a la liberté d'agir. C'est-à-dire que la fonction existe déjà sur Moodle, elle est déjà préexistante, mais vous n'aurez pas le choix que de conserver 3 degrés de certitude. Si vous voulez en mettre 4 ou 5, vous n'avez pas l'opportunité de changer ça. Donc Moodle vous impose ce modèle de 3 degrés de certitude uniquement. Et donc, si l'élève complète ça, normalement, dans son affichage à lui, puisque quand il fait son test, il a son propre affichage, les questions apparaissent toujours sous forme de rectangle blanc, et donc lorsqu'il remplit la réponse à une question et son degré de certitude, le rectangle se colore en gris pour indiquer que la question a été traitée. Alors, le fait est, c'est qu'aussi l'élève peut choisir de ne pas répondre à la question. C'est tout à fait possible, donc si c'est ça, peu importe qu'il coche un degré de certitude ou non, de toute façon, la réponse est écartée de la notation, et il renonce en fait à l'évaluation de cette question pour le test. Donc quand c'est comme ça, l'affichage reste blanc. Mais du coup, avec cette combinaison de 2 réponses, il y a un dernier état dans lequel on peut se trouver. Alors il est toujours symbolisé sur Moodle avec un triangle rouge par-dessus le rectangle blanc. C'est dans le cas où l'élève a répondu à la question mais n'a pas renseigné le degré de certitude. Et du coup, on peut se retrouver dans cette configuration-là sur Moodle. Alors, souvent, les questions des élèves, c'était ça d'ailleurs, ce semestre. Monsieur, pourquoi j'ai un triangle rouge? C'est parce que tu as oublié de cocher le degré de certitude, tout simplement. Alors, par contre, Moodle ne reste pas neutre quand ça arrive. Moodle, il faut savoir qu'il comptabilise systématiquement par défaut le degré de certitude le plus faible. Donc, si un élève ne coche pas le degré de certitude, mais coche une réponse, il va systématiquement dire que l'élève n'est pas du tout sûr. C'est la valeur par défaut qu'il va renseigner. Et donc, il crée un affichage spécifique avec ce triangle rouge dans ce cas-là. Et donc, ça se présente comme ça. Et donc, vous n'avez pas forcément besoin d'agir sur Moodle. En fait, vous avez juste
encore une fois, besoin d'aller piocher votre question que vous avez créée dans votre banque de questions. Moodle se charge tout seul d'intégrer ce mode de remplissage des degrés de certitude. Alors, ce qui va être intéressant, parce que jusque-là, en fait, on a traité plutôt de la pratico-pratique, de la mise en page, c'est quel est le modèle qui est caché derrière. Parce qu'au final, Moodle ne dit pas tout. C'est d'ailleurs un truc qui nous a beaucoup freiné avec David et Chova qui rigolent. Et c'est vrai qu'au début, on n'a pas trop rigolé quand on a découvert ce qu'il faisait. Et donc, c'est essentiel de comprendre le modèle qui est employé par Moodle. Alors déjà, Moodle a des critères de notation qui sont indexés à la fois sur les réponses et sur les degrés de certitude. Donc, c'est un jeu de valeurs hein, qu'on a pu identifier très facilement. Alors, il est toujours proportionnel par rapport au nombre de points que vous indiquez dans la question. C'est-à-dire, dans votre paramétrage, si dans votre banque de questions, vous dites bah, cette question-là, pour moi, vaut 1 point. Mettons que vous ayez calculé ça sur 20, donc mettons que ça va 1 point sur 20. Moodle va affecter ces coefficients au nombre de points que vous avez mis par question. Donc, si vous mettiez une question sur 2 points, en fait, il faut multiplier tous ces nombres-là par 2. Et puis ainsi de suite. Et vous voyez qu'en fonction du caractère correct ou incorrect de la réponse, en fonction du degré de certitude que l'élève a coché, il n'aura pas la même attribution de points. Donc, s'il est sur du pas du tout sûr, premier niveau, la réponse incorrecte envoie une note de 0, donc c'est neutre, et la réponse correcte envoie 1 point. Si c'est moyennement sûr, à ce moment-là, le caractère incorrect de la réponse va conférer une sorte de malus, à moins 2 points. Par contre, si la réponse est correcte, ça va être bonusé d'1 point par rapport au degré de certitude le plus faible, donc on passe à plus 2. Et lorsqu'on passe sur le degré de certitude le plus élevé, donc tout à fait sûr, à ce moment-là, on arrive sur un malus de moins 6. Là, il a carrément triplé par rapport à la moyenne, par rapport au caractère moyennement sûr, en cas de réponse incorrecte, et passe à plus 3 en cas de réponse correcte. Est-ce que les étudiants, ils ont conscience de ça quand ils... Oui, alors je reviendrai dessus, mais en fait, je leur ai présenté, moi, le tableau, et ils ont tous réagi de la même façon. Et ils ont dû faire à peu près le même calcul que vous, très rapide dans votre tête, en vous disant, bah ouais, mais avec moins 6, 3 mauvaises réponses, il a moins 18, c'est fini pour lui, quoi. Autre terme. Et c'est exactement ce qu'on s'est dit avec David. Et d'ailleurs, la première fois qu'on a fait des tests dessus, parce qu'on a lancé des phases de tests avant de le déployer, on obtenait des notes négatives, un peu tout et n'importe quoi, des notes supérieures à 20, évidemment, parce que si on avait mis toutes nos questions sur 1 point, et qu'à chaque fois que c'est bon, il donne 2 ou 3 points, on se retrouvait avec des 27 sur 20, après on avait du moins 12 sur 20, on ne comprenait pas. Ça nous a d'ailleurs poussé à l'abandon ponctuellement, je précise ponctuellement, l'espace de quelques semaines avant qu'on se remette dans le sens de la marche. Et en fait, ce qu'il va falloir comprendre dans le modèle de Moodle, c'est qu'il ne cherche pas à calculer une note sur 20. À partir du moment où vous déclenchez les degrés de certitude sur Moodle, vous ne cherchez pas à établir une note, mais vous allez chercher en fait à établir une combinaison de 2 informations. La première, c'est qu'il va falloir se focaliser uniquement sur le taux de réussite aux questions des élèves et non pas le nombre de points qu'il a rapporté. Donc, ce taux de réussite, c'est tout simplement un pourcentage. Voilà, si vous avez posé 10 questions, l'élève a répondu bon à 6 questions, il a 60% de taux de réussite. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est assez facile à comprendre. La deuxième chose, et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas compris au début, mais qu'on a compris ensuite, c'est que Moodle ne fournit pas une note sur 20 par rapport à toutes les questions que vous avez introduites dans le test, mais il va vous fournir une note moyenne par question. C'est-à-dire que votre note finale que va attribuer Moodle sera comprise entre moins 6 et plus 3. Dans tous les cas. Il va simplement moyenner les points engrangés en fonction des degrés de certitude sur l'ensemble de toutes les questions posées et fournir en fait un nombre qui a de sens celui qu'on veut bien lui prêter, mais ce ne sera certainement pas le sens d'une note utilisable sur 20. Certainement pas. Et c'est donc la combinaison de ces 2 informations qui va être intéressante, puisque cette combinaison de 2 informations va nous fournir en réalité des coordonnées, les coordonnées d'un point, et c'est justement les coordonnées d'un point par rapport à une représentation en cartographie qui va nous intéresser dans le cadre du modèle Moodle. Et donc, on va faire un petit peu de maths. Je suis désolé, mais je défends ma connerie aussi un petit peu quand même. On va tracer le graphique, tout simplement. On va tracer le graphique, on va tracer le degré de certitude moyen, donc un nombre de points qu'a attribué Moodle sur l'ensemble des questions, en fonction du taux de réussite de l'élève, en pourcent. Donc,
théoriquement, si je regarde les coordonnées que me fournit Moodle sur les résultats qu'a obtenu un étudiant sur un test que j'ai posé, je dois pouvoir positionner mon point quelque part sur ce graphique. Alors, je reprécise ici à gauche, dans la colonne à gauche, là, la règle de comptage de Moodle, parce que c'est celle qui va nous servir à construire le graphique du coup. Donc en jaune, hein, c'est évidemment la mauvaise réponse, et puis en bleu, la bonne réponse. Si je regarde le premier critère de degré de certitude, on est sur du pas du tout sûr. Donc on était sur une règle soit 0, soit 1. Ça veut dire que sur un ensemble de questions, si l'élève répond systématiquement avec le degré de certitude numéro 1, il sera forcément quelque part sur cette droite, puisque si il a obtenu 0, ça veut dire qu'il a eu tout faux à toutes les questions. Et puis s'il a obtenu une note moyenne de 1, ça veut dire qu'il a eu tout bon à toutes les questions. S'il avait eu 50% de taux de bonne réponse, il serait à 0,5 en note moyenne par question. Forcément, ça ne pourrait pas être autrement. Donc, si on suit la tendance du degré de certitude numéro 1, que l'élève ne sélectionne que ce degré de certitude, son point va se promener quelque part sur cette droite qui est représentée en bleu. Si au contraire, l'élève sélectionnait systématiquement le moyennement sûr, ne pas se mouiller, et il dit, voilà, moi je suis toujours moyennement sûr de mes réponses, il se retrouverait aussi avec son point positionné sur une droite, mais cette fois-ci, la droite serait différente, puisque ce serait la droite entre moins 2 et plus 2, et qui passe du coup à 0 par 50%, parce que ici, la répartition est pas antisymétrique. Symétrique, pardon, et du coup, s'il a tout faux, il aurait une note moyenne de moins 2. S'il a tout bon, il aurait une note moyenne de 2. C'est ce que nous dit le modèle Moodle. Et sur le troisième degré de certitude, pareil, l'élève a répondu qu'il était tout à fait sûr à chaque fois sur toutes les questions. Il va forcément avoir les coordonnées de son point qui se promènent quelque part sur cette droite en bleu, qui part de moins 6 et qui arrive à plus 3 dans le cas où il aurait 100% de bonnes réponses. Alors, ce qui est intéressant de regarder dans ces cas-là, qui sont des cas évidemment uniques, puisque ça veut dire que l'élève a systématiquement utilisé le même degré de certitude, ce qui évidemment n'arrive pas dans un test, sauf si un élève ne veut éventuellement pas jouer le jeu, pourrait, mais ça se retournerait contre lui de toute façon, parce que voilà, il faut avoir tout bon sinon pour pouvoir s'en sortir. Donc là, l'idée, c'est de regarder plutôt que de regarder ces cas individuels au niveau des degrés de certitude, c'est tout simplement de regarder les intersections entre ces droites. Et si on regarde ces intersections pour ces droites 2 à 2, on voit que la première droite intercepte la deuxième à un taux de réussite particulier qui est de 67%, alors en vérité 66,6666, etc., qui a été immédiatement arrondi à 67. Et la deuxième droite et la troisième droite s'interceptent, elles, au niveau de 80% de taux de réussite. Si vous vous souvenez un petit peu des valeurs qui ont été annoncées au début, c'est justement les valeurs qui ont servi à indexer les degrés de certitude sur Moodle. Donc les taux 67 et 80% qui ont servi à définir une limite en termes de pourcentage, de degré de certitude, ils sont tout simplement issus du modèle utilisé, et donc ce sont les points d'intersection de ces droites particulières. Et donc ce qui est défini ici en bleu avec cette courbe du coup qui est maintenant à 3 segments, c'est ce qu'on va appeler une courbe des attentes, c'est-à-dire c'est là que l'élève doit se situer à minima en termes de position de son fameux point avec les coordonnées en fonction des degrés de certitude et des réponses qu'il a données. Il est attendu que l'élève soit au moins sur cette droite représentée en bleu. Et l'avantage, c'est que sur un modèle comme celui-ci, c'est qu'on peut tout de suite placer aussi certains points particuliers. Premier point particulier, c'est le point, on l'a dit tout à l'heure, où il n'était pas sûr de lui, mais il a eu tout bon. Bon, ça, c'est un état particulier, c'est justement un des deux états dans lesquels on ne voudrait pas qu'un élève se retrouve. Dans le cas où il doute, il manque d'assurance, il ne sait pas qu'il sait. En fait, si on recherche cet état de connaissance quelque part sur le graphique, il est ici. C'est le point qui est situé à 1 et 100%. D'accord ? Il a eu tout bon, mais à chaque fois, il a mis qu'il n'était pas sûr de lui. Ce n'est pas forcément le must. Si on cherche le deuxième état le plus dommageable, évidemment, c'est le point qui est le plus en bas. L'élève a eu tout faux, et en plus, il a dit qu'il était sûr de lui à chaque fois. Alors là, on est vraiment sur de l'ignorance ignorée. Il est dans l'illusion la plus totale. Il ne sait pas qu'il ne sait pas. Il ne s'est même pas rendu compte que ses réponses étaient fausses. Et puis, on va avoir les états contraires. Si l'élève est à 0% de taux de réussite, bon, il a eu tout faux. C'est pas de bol.
Mais s'il a mis à chaque fois qu'il n'était jamais sûr de ses réponses, il y a au moins le mérite d'avoir eu la prise de recul et de dire, bah ouais, j'en sais rien, mais voilà, au moins je suis au courant que je ne sais pas. Donc, je sais que je ne sais pas, ça va être un troisième état qu'on peut définir ici sur l'origine du repère. Et puis, on a le dernier état qui est exactement le plus favorable, puisque c'est celui où l'élève a eu tout bon, et à chaque fois, il a dit qu'il était sûr de lui. Alors là, c'est le must-have, puisque de toute façon, on a un élève qui a des connaissances et qui est sûr de ses connaissances. Et donc, ça nous définit un quatrième état particulier de connaissance. Alors, si on relie ces états un peu extrêmes, parce que ce sont des points extrêmes, vous voyez, ils ont défini ici en pointillé des droites que j'ai représentées en orange et en bleu. Et en fait, la droite orange correspond au minimum qu'on peut obtenir et la droite en pointillé en bleu au maximum qu'on peut obtenir. Ça veut dire que nous, quand on va obtenir les coordonnées d'un point fournies par les données Moodle, ce point sera compris quelque part dans ces plages, entre toutes ces lignes. Et donc, on obtient une cartographie. Et c'est ça que fait Moodle. Donc, Moodle ne permet pas d'obtenir une note, mais par contre, il permet d'obtenir une cartographie de l'état des connaissances avec les résultats de l'élève qui sont concentrés en un point. Et ensuite, par rapport à la courbe des attentes qui est représentée ici en bleu, je me retrouve plus qu'avec deux situations possibles. Première situation, le point est situé au-dessus de la courbe des attentes. Et à ce moment-là, on peut considérer que l'élève a un bon état de conscience de son état de connaissance. Il est capable de discerner sur l'ensemble d'un examen ses bonnes et ses mauvaises réponses. Et ça, c'est un atout extrêmement fort en pédagogie. Et puis, évidemment, on peut avoir aussi d'autres configurations. Les coordonnées du point atterrissent sous la courbe des attentes. Et à ce moment-là, on a plutôt un élève qui n'a pas conscience de son état de connaissance. Et il va être dans le doute, dans la confusion, l'illusion, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, lui, il n'a pas été capable de discerner ses bonnes et ses mauvaises réponses. L'avantage de ce modèle, c'est que cet état un peu dommageable là, qui est dans la zone orange, on peut le définir aussi bien pour des élèves qui ont un faible taux de bonne réponse, que des élèves qui ont un fort taux de bonne réponse. Parce que ça, la plupart du temps, c'est quelque chose qui nous échappe lorsqu'on travaille uniquement avec la note en évaluation sommative, c'est qu'un élève qui a eu 16, on va lui dire c'est bien. Et puis après, en jury, on ne va même pas s'attarder sur son cas, puisque de toute façon, il valide mathématiquement les choses. Mais avec ce modèle, on peut aussi détecter des élèves qui, effectivement, auraient peut-être pu, selon notre propre barème, obtenir un 16 sur 20, mais finalement être dans le doute. Et là, on va pouvoir le mettre en alerte sur ça, c'est de dire, OK, d'accord, tu as eu une bonne note sur ce devoir-là, mais attention, tu n'as pas été capable de discerner tes bonnes et tes mauvaises réponses, ça veut dire que si on refaisait le devoir, peut-être que tu pourrais avoir une note totalement différente. Ça, c'est une information qui est vraiment très importante à fournir à ces élèves-là aussi. Et puis, à contrario, évidemment, les élèves qui ont eu un faible taux de réponse, mais qui sont dans la bonne zone, qui sont dans la zone bleue, eux, on va pouvoir quand même les encourager, parce que certes, ils ont peut-être eu une note un peu faible, mais ils sont conscients de leurs difficultés. Et ça, c'est la première base pour pouvoir progresser, justement, pour eux. Et donc, c'est ça que cherche à faire Moodle, c'est à établir les coordonnées de ce point et pouvoir le situer sur cette cartographie. Alors, il y a un petit hic, évidemment, je l'ai dit, on va venir, c'est que Moodle ne vous fournit pas le graphique. Ce serait trop facile. Dans Moodle, quand vous exportez les données, il vous envoie un tableau Excel. Enfin, ou Excel ou autre, vous pouvez exporter. En tout cas, il vous donne des résultats sous forme de tableur. C'est à vous de retracer le graphique pour pouvoir positionner le point ensuite par rapport aux données qui sont extraites. C'est juste mais bon, ça se fait très rapidement. Vous avez vu la construction de la courbe. Ce sont des équations de droite. Il n'y a pas de difficulté à le reprendre. Alors, autre élément qui est capable de faire Moodle, sauf qu'il ne vous exporte pas la donnée. Il faut aller la chercher individuellement dans chaque élève, mais on peut la trouver. Mais bon, après, une fois que vous avez retracé le graphique, c'est plus simple de la travailler directement dans les données exploitées. C'est le calcul complémentaire des bonifications. Souvenez-vous, au début, je vous avais dit, moi, j'aimerais bien pouvoir bonifier les élèves qui ont mené une bonne analyse réflexive de leurs réponses. Là, maintenant, je dispose d'un outil vraiment très rigoureux, puisque j'ai une représentation graphique de la situation. Et donc, si le point de l'élève, par exemple, ici représenté en rouge, atterrit dans la zone en bleu, ce que je vais pouvoir mesurer avec exactitude, c'est un écart entre la position de ce point et la courbe des attentes. Et si je regarde cet écart, je peux calculer un bonus qui serait proportionnel à cet écart. Et là, je commence à créer une règle qui est vraiment
très équitable, puisque les élèves qui se retrouvent tout proches de la courbe des attentes auraient un petit bonus, 2 dixièmes de point peut-être. Par contre, les élèves qui se retrouveraient pratiquement au niveau de la limite en pointillé en bleu, eux peuvent se retrouver avec un bonus beaucoup plus important, et tout ça à partir d'un même jeu de réponse. Tout simplement parce que leurs degrés de certitude ont été remplis avec une plus ou moins bonne finesse. Et donc là, on exploite vraiment tout le potentiel des combinaisons de réponses qui sont fournies. Alors, si vous suivez la règle Moodle et que vous vous mettez dans le cas où toutes vos questions ont le même nombre de points, vous faites une équirépartition des points. Je l'ai faite sur des exemples, je vais venir sur des exemples après d'expérimentation que j'ai menées. Vous pouvez obtenir ce pourcentage, mais il faut savoir que ça peut rapporter jusqu'à, si vous convertissez sur 20 après, parce que si on génère une note, on va convertir sur 20, ça peut générer jusqu'à pratiquement 3 points de bonus sur 20. J'ai estimé que ça faisait un peu beaucoup. Donc moi, je me suis limité à 2. Je me suis créé ma propre règle de calcul, toujours basée sur la mesure de cet écart, mais j'ai limité dans la règle de proportionnalité à 2 points maximum le bonus engrangé. Ce qui est très intéressant, c'est que vous appliquez des bonus et vous n'obtiendrez pas de note supérieure à 20. Pour la bonne et simple raison, c'est que si vous regardez bien la zone qui sépare la courbe des attentes du maximum du côté du 100%, donc c'est vraiment le point le plus en haut à droite ici, vous voyez que la position du point par rapport à la courbe, pour obtenir un écart, l'écart est toujours tout petit. Ce qui fait que les bonus qui sont attribués aux élèves qui se retrouvent avec un très fort taux de bonne réponse, 95% de bonne réponse, ils ne pourront jamais bénéficier d'un bonus de 2 points. Au mieux, ils auront une bonification de 1 ou quelques dixièmes de points maximum, parce que la position de la courbe ne leur permet pas d'obtenir plus. Et ce qui est encore plus ambitieux, c'est que l'élève qui a 100% de bonne réponse, vous pouvez faire le barème que vous voulez, du coup il a 20 sur 20, lui, s'il veut finir au niveau de la courbe des attentes, il n'a pas d'autre choix que d'avoir indiqué, d'être sûr sur la totalité des questions. Ça veut dire que plus on avance dans le taux de réussite aux questions, plus le système devient exigeant avec l'analyse réflexive. Et donc, pour pouvoir être dans les clous avec 100% de bonnes réponses, on n'a pas d'autre choix que d'être sur le point, l'attribution de points numéro de 3, c'est-à-dire tous les degrés de certitude au maximum. Et il a forcément 0 bonus, il ne peut pas être bonus. Et dans ce cas, pourquoi tu as fait plus 2, pas laissé plus 3? Parce que comme tu es limité Parce à 20. Que dans la règle, si tu laisses à plus 3, moi après ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas toujours équiréparti les points. Ici, vous n'oubliez pas, un Moodle ne génère pas votre note. Vous devez créer votre barème à côté sur vos questions. Et moi, il y a des questionnaires où j'ai fait une c'est la moyenne qui va changer. J'en ai fait un avec des équirépartitions, mais j'en ai fait d'autres aussi avec des répartitions différentes. Certaines questions avaient plus de points que d'autres, etc. Ouais. Et dans la règle de calcul, en faisant ça, je me suis rendu compte que je pouvais me retrouver quand même avec des 20,1 ou des 20,2 dans la dernière zone, là, ce qui ne me plaisait pas trop. Du coup, j'ai vraiment calculé le bonus au max de façon à rester systématiquement. Donc, c'était juste pour amortir ça. Aussi, ça peut impacter la moyenne de la classe aussi. Les plus sur avant ça. Pas forcément. J'ai des résultats chiffrés derrière, c'est ça qui est intéressant aussi. Tu verras, c'est pas tant que ça. Alors évidemment, on peut faire aussi l'inverse. Eh bien oui, un point qui est situé sous la courbe des attentes, je peux calculer un malus proportionnel à l'écart du point à la courbe. Alors là, par contre, vous pouvez créer la règle mathématique que vous voulez, vous pouvez vous retrouver avec des notes négatives si vous appliquez les malus. Limite. Parce que vous avez vu la zone qui est située sur la partie basse, c'est la zone la plus large. Et en plus, ça correspond au taux de ce plus faible. Donc, après, c'est un parti pris. On peut choisir de maluser les élèves en fonction d'une mauvaise qualité de l'association des degrés de certitude. Bon, moi, c'est mon point de vue personnel, j'ai neutralisé les malus. J'ai préféré me porter sur un logiciel où c'était attribution de bonus ou pas attribution de bonus. J'ai préféré avorter les malus. Je n'avais pas envie de dégrader une note qui est déjà faible. Je n'ai pas trop d'intérêt. C'est mon parti pris, mais après, un professeur peut très bien choisir d'adapter des malus. Alors, sachant que, attention, les malus peuvent frapper très fort sur la partie la plus basse. Sauf si tu as tracé une ligne horizontale sur 0 et fait le calcul par rapport à ça. Pareil comme tu as fait en haut. Ouais. Donc, tu te limites à 0, pareil comme tu as fait. On pourrait, mais du coup, tu maluserais qu'une change sur les élèves, c'est-à-dire ceux qui se retrouvent dans la partie avec les forts taux de pourcentage. Ça veut dire que tu dégrades les élèves qui ont eu des bonnes notes. Ouais. Pas ceux qui ont eu des mauvaises notes. Mais du coup, tu fixes une limite
Ouais, une demi de base. Pour être injuste, par exemple, si tu fixes la limite à 10, sur 20, tu pourrais très bien dégrader un 11 en 10 et ne pas dégrader un 9,5. Tu modifies ton modèle en ajoutant une troisième zone. Enfin, après, Alors, tu peux, mais moi, je vous montrerai après ce que j'ai choisi de faire vis-à-vis de ça. Je n'ai pas cherché sur le plan numéraire. oui, Sur le plan numéraire, j'ai vraiment cherché que les bonifications et pas les bonus. Alors justement, restitution aux élèves. Alors du coup, l'avantage, c'est que vous avez un tableur qui est tout prêt, qui est exploité. Et on bénéficie de toute la puissance de traitement des données qu'on a. Alors vous utilisez les outils que vous voulez. Je sais qu'en ligne, certains utilisent des petits scripts pour traduire les choses. Moi, ce n'est pas mon cas, j'aime bien Excel parce que je le maîtrise plutôt bien. Donc moi, j'ai tout exporté sous Excel. Et j'ai traité tout sur Excel. Donc, j'ai inclus mon barème par rapport aux réponses des questions sur Excel. J'ai traité les coordonnées du point que j'ai pu extrapoler des données Moodle sur Excel. J'ai tout travaillé sur Excel. Et je peux rendre pour chaque élève, à chaque test, une feuille individuelle qui réalise une sorte de bilan des acquis et donc un bilan de son état de connaissance pour le contrôle qui a été fait. Alors là, vous en avez un aperçu. J'en fais circuler en papier pour ceux qui veulent regarder en vrai. J'ai rendu anonyme les pour pas qu'on puisse identifier les élèves qu'il s'agit. Bien que je crois qu'Alexandre pourra à peu près deviner, parce qu'il a une vue un peu macro sur les gréas. Bon, ici, en tout cas, c'est la même en numérique. Alors, sur ce bilan, évidemment, je fais apparaître des données. On voit tout ça. J'en ai mis des différentes. Bon, la première des données, c'est forcément les données générales. Évidemment, je vais renseigner le nom, le prénom de l'élève, la date du devoir, de quel type de devoir il s'agissait. Ça, évidemment, ça ne mange pas de pain, mais c'est essentiel de le préciser. Deuxième information, je lui envoie ses résultats. Ça, c'est ce que classiquement, on pourrait donner à l'issue d'une évaluation classique. Donc, je peux lui indiquer sa note obtenue, calculée à partir de mon barème. Alors, sauf que moi, j'inclus aussi le bonus dedans. C'est-à-dire, s'il a obtenu un bonus, le bonus est inclus dans la note, et donc la note bonusée est affichée directement. Bon, je lui donne aussi une autre indication, je lui donne la moyenne de classe pour qu'il puisse se positionner par rapport au reste de son groupe. Donc là, on est sur des données classiques. Mais donc, ce que j'ai pu aussi fournir à chaque élève, pour chaque devoir, c'est déjà le bilan de son état de connaissance graphique. Et donc là, j'ai vraiment un outil visuel, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'à la fin, ça traduit visuellement les choses. Donc, j'ai représenté la courbe des attentes, j'ai représenté le point qu'il a obtenu en fonction de ses combinaisons de réponses, et donc il peut se situer par rapport à la courbe des attentes. Donc là, par exemple, on avait un élève qui avait un fort taux de réussite, il est presque à 90%, mais son point est sous la courbe des attentes. Donc, il y a visiblement un nombre de fois où il a mis qu'il n'était pas sûr de lui, alors qu'il aurait dû. C'est clairement ce qui a dû arriver sur les réponses de cet élève. Et donc après, je suis allé un petit peu plus loin que ce que proposait Moodle, mais là, c'est le traitement des données qui le permet. C'est que je me suis servi et de la note, et de la position de cette note par rapport à la moyenne de classe, et de la position du point par rapport à la courbe des attentes, pour définir une appréciation générale. Alors, au tout début, j'étais parti sur des commentaires écrits, mais j'ai rapidement abandonné l'idée parce que je me retrouvais à faire des commentaires positionnés. Ça ne me donnait pas toujours des combinaisons très logiques de commentaires, ou en tout cas, c'était parfois ça faisait des phrases de politiciens. Pas bien contre les politiciens, mais bon, il y a des fois, ils parlent et puis on se rend compte qu'ils auraient pu répondre à n'importe quelle question avec la même phrase. Ça faisait un peu pareil, donc je n'aimais pas trop le modèle. Du coup, je suis plutôt venu là aussi sur un côté visuel. Je me suis dit, je vais utiliser un code couleur et des émoticônes pour pouvoir leur fournir une appréciation générale. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai conditionné l'apparence de certaines cellules en fonction de la note, en fonction de l'écart à la moyenne de classe et en fonction de la position du point pour qu'elles s'affichent d'une certaine façon. Donc, la couleur renseigne la qualité de l'analyse réflexive. Donc là, je suis parti sur vous voyez, pour ceux qui ont des feuilles qui circulent dans la salle, sur un mode à 3 couleurs, hein, rouge, orange, vert. Vert si c'est au-dessus de la courbe des attentes. Orange si je suis juste positionné sur la courbe des attentes ou vraiment en dessous, si je suis vraiment collé à la courbe des attentes. Et puis rouge si le point est décroché de la courbe des attentes. Tu vois, là, c'est plutôt ça que j'ai pris comme partie la fille de faire avec la position du point. Et puis pour l'émoticône, j'ai combiné la note et la position par rapport à la moyenne de classe pour envoyer un émoticône assez parlant. Donc soit il sourit, soit il fait la gueule, soit il est l'autre.
pense que vous devinez à peu près à quel émoticône correspond à quelle combinaison de notes et de positions par rapport à la gamme des passes. L'avantage, c'est que ça me donne un jeu de 9 appréciations différentes. Parce que chaque émoticône peut être rouge, orange ou vert. Donc, ça me donne assez de catégories à brasser. Et puis, ça me permet d'envoyer un message très visuel, notamment aux élèves qui ont eu plutôt une note faible, mais qui peuvent se retrouver dans le vert. On peut avoir un smiley qui est triste, mais qui reste dans le vert. Tout comme un élève qui a eu une très bonne note peut se retrouver avec un smiley qui est dans le rouge. Comme ici, par exemple, il a eu 16,5 sur 20. C'est plutôt une bonne note pour nous. Mais au niveau de l'analyse réflexive, il peut encore largement améliorer ça. Et donc, ça permet d'envoyer ce type de message, en plus de l'évaluation somatique. Alors, voilà, j'ai vraiment abusé, mais quitte à pousser le vice encore plus loin, étant donné que j'ai automatisé et fait un export des données de toutes les questions, je me suis amusé aussi à recouper les résultats des différentes questions. Et donc, j'en ai profité pour faire un bilan des acquis, voilà, parce que sur un contrôle, je n'ai pas posé n'importe quel type de question. Il y a des trucs que je voulais vérifier. Est-ce qu'il sait ce qui ne sait pas faire cette partie-là, cette propriété-là, cet exercice-là, ce côté pratique-là. Et donc, j'ai croisé les réponses des élèves pour aussi leur indiquer, toujours sur un indicateur vert, orange ou rouge, s'il avait acquis la notion ou pas. Là, je suis vraiment sur un bilan d'acquisition des notions, plutôt bilan de connaissances. D'accord ? Et ça me permet de lui fournir des indications que je n'aurais pas fournies si j'avais corrigé la copie papier. Il faut savoir que moi, quand je corrige une copie papier, effectivement, je suis capable de mettre la note, éventuellement la trace du barème, mais je n'aurais pas l'opportunité ni le temps de donner autant de détails pour chaque élève sur la maîtrise de telle ou telle notion. Très clairement, ce serait trop chronophage et je ne pourrais pas le faire. Là, l'avantage avec un traitement automatique des données, un tableur, ça peut être fait très rapidement. Il suffit juste de créer, encore une fois, la règle de calcul qui permet d'obtenir l'indicateur. Et donc, avec une mise en forme conditionnelle, ça se fait assez vite. Et donc, vous voyez ici, j'ai listé un certain nombre de choses sur lesquelles j'avais des attentes et je peux indiquer sur chacun de ces points à l'élève si c'est acquis, partiellement acquis ou non acquis, en fonction du nombre de bonnes réponses qu'il a eues par rapport aux questions qui étaient posées. Il y avait des questions, parfois plusieurs questions qui relevaient du même item. Je regarde si la majeure partie de ces questions fournit des bonnes réponses sur cet item-là ou pas. Et donc, ça me permet de donner un peu plus de détails sur le bilan de notions acquises ou non acquises de l'élève. Et donc, voilà, ça c'est le type de feuille que je peux faire comme restitution et dont j'ai fait la restitution cette année sur l'usage des degrés de certitude. Alors, ça paraît un peu complet, hein, j'ai poussé le bloc au maximum. On va dire que le bloc qui concerne plutôt la partie que j'ai présentée avec Moodle, c'est la partie du haut, c'est-à-dire celle qui permet d'exploiter et la note bonusée et la cartographie de l'état des connaissances. On peut très vite compléter quand même avec une appréciation globale, parce que ça, c'est juste combiner les données précédentes. Après, libre de compléter ou pas avec un bilan en fonction du contrôle de la matière que vous avez. Moi, j'ai pris ce parti-là parce que je voulais vraiment donner un maximum d'informations aux élèves. Alors, j'aurais pu ne pas le faire, mais étant donné deux choses que je connaissais d'avance, la première, c'est que déjà, on ne fait pas toujours des restitutions de copies aux élèves. Des fois, on les conserve et on leur dit qu'ils peuvent venir les consulter. Et c'est vrai que la copie contient certaines informations, notamment où a eu lieu la faute et quelle est l'origine de la faute. Si par exemple c'est une faute de calcul ou si c'est une faute de raisonnement. Ou en tant que correcteur, on la voit. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai constaté, c'est que l'élève n'avait pas cherché souvent cette information. Si on leur rend les copies, ils sont occupés à recompter les points, en gros. Et quand on leur demande de consulter les copies, moi j'ai mes stats depuis toutes ces années. Au final, je ne sais pas pour vous, mais j'ai moins de 1% des élèves qui viennent consulter leurs copies. C'est-à-dire extrêmement peu. Donc au final, cette information que j'avais ne leur profite pas. Donc là, ici, j'ai plus de copies, moi, j'ai plus l'information, mais par contre, je peux trouver de nouvelles informations, et celles-ci, en plus, je peux leur communiquer directement. C'est pour ça que j'ai pris le parti aussi d'expérimenter ce mode en QCM degré de certitude, parce que ça me permettait de fournir de nouvelles informations aux élèves. Ça permet de récompenser la partie qu'on ne voit pas dans leur calcul, je veux dire. C'est un peu ça. Oui. Pour moi, c'était ça. C'était une sorte de compensation. Comment ils ont fait la réponse, enfin, ils ont Absolument. les détails. Nous, on a juste la réponse. Donc, cette partie-là devrait quelque part. Absolument. C'est une sorte de balance entre les deux. Nous, on ne voit pas les détails.
Donc voilà, ici j'avais mis deux cas différents, vous en avez vu passer certains, ceux qui sont dans la salle. Donc vous voyez, là j'ai une note de 16,5 qui est non bonusée, et là j'ai moins de taux de réussite, mais j'ai une note plus forte. Pourquoi? Parce que lui, vous voyez, il est presque rendu en haut, là, son point. Donc en fait, si je regardais le vrai détail, donc j'ai anonymisé la copie, mais en fait cet étudiant-là avait eu 16, et il a eu 1,3 point de bonus. Ce qui fait que il avait peut-être moins de taux de réussite que son camarade, mais son analyse réflexive ayant été très bonne, il se retrouve avec une note supérieure. Donc ça permet quand même de renforcer cet aspect-là, qui est l'analyse réflexive de ces réponses. Je tenais à avoir cette règle de bonification, puis vous voyez 17,3. En plus, j'obtiens quelque chose de très précis parce que je suis au 10e de point près. Et si j'étais vraiment kamikaze, je pourrais même descendre au centième ou au millième, parce que de toute façon, j'ai une règle de calcul qui est purement mathématique et qui est basée sur une proportionnalité par rapport à l'écart avec l'autre. Alors l'idée maintenant, c'est de présenter ce que ça a donné. Parce que là, on a vu la théorie, maintenant, il faut voir aussi un côté pratique, parce que c'est quand même changer le prisme. C'est-à-dire que, notamment, alors là, je parle plus pour les sciences, mais en sciences, quand on décide de supprimer la copie, et donc de supprimer et le raisonnement et le calcul qui a été effectué pour se focaliser sur la réponse, on change vraiment le prisme avec lequel on est en train d'évaluer. Et donc, il faut quand même prendre un certain nombre de précautions et se dire, est-ce que ce changement de prisme ne va pas impacter complètement les répartitions de notes, de résultats que je peux obtenir? Et donc, là, oui, effectivement, il a fallu regarder ça. Donc, j'ai regardé ça de plus près en faisant des expérimentations. Cette année, sur Moodle, donc il y a deux promotions, 3 matières qui sont passées. Donc, des premières années sur une matière de mathématiques, la géométrie, et des 4e années par apprentissage sur 2 matières qui relèvent du domaine de la physique. Donc en tout, j'ai expérimenté 5 contrôles différents sur Moodle, sachant que ce n'étaient pas les seuls. Hein, j'avais aussi conservé des contrôles plus classiques, soit écrits, soit devoirs maison, soit travaux de groupe, en parallèle de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors surtout Alexandre s'en souvient plus, c'est que, évidemment, quand on emploie une nouvelle méthode avec les élèves, il faut les briefer. Donc moi, j'ai passé du temps avec eux à faire le briefing pour leur expliquer ce que faisait Moodle, la méthode et ce que j'attendais d'eux. Et il a fallu les rassurer aussi. Parce que très souvent, ils paniquent. Alors évidemment, quand ils voient la règle de calcul, mais moins 6, comment je vais faire avec moins 6? Donc déjà, il faut qu'ils comprennent que ça ne calcule pas une note, déjà. Et donc, il a fallu faire tout ce travail de communication en amont auprès des élèves pour qu'ils comprennent bien où sont les enjeux et pourquoi ils vont faire ces computations de réponse sur Moodle. Et puis, au niveau du paramétrage du test, au-delà d'avoir sélectionné questionnaire, feedback a posteriori avec degré de certitude, là, l'onglet qu'on a vu, étant donné que je basculais sur des tests informatiques, je me suis aussi blindé au niveau de la réalisation. Donc, premièrement, j'ai mis des questions posées dans un ordre aléatoire. On peut le faire sur Moodle. Ça mélange l'ordre avec lequel sortent les questions, ce qui fait que si vous avez des postes qui sont à proximité, l'élève a beau perdre son regard sur l'écran du voisin, il n'est pas rendu du tout au même stade. Il n'a pas du tout la même question, il n'a pas les questions dans le même ordre, donc il ne peut pas se permettre d'attendre de savoir ce qu'il va cocher pour lui ensuite savoir ce qu'il va faire. Et les réponses elles-mêmes étaient aussi mises dans un ordre aléatoire. Ça aussi, on peut le faire sur Moodle. Je mélange les réponses, comme ça, elles sortent dans un ordre différent. Sachant que pour certaines questions, notamment en mathématiques, parfois, je mettais jusqu'à 15 ou 20 propositions différentes pour empêcher les réponses au hasard, justement. Et le fait qu'elles soient mélangées, c'était pratiquement impossible de pouvoir savoir ce qu'avait coché le voisin. Tu peux toujours faire du hasard. J'ai utilisé. Tu peux toujours cocher au hasard. Du hasard. Non, mais tu peux toujours faire du hasard. Tu peux toujours cocher au hasard. Pas moins de chance de gagner, c'est tout. La probabilité de trouver la bonne réponse. Diminuer la ça qui diminue. Difficile. D'accord. Le hasard existe toujours. Et en plus, il y a aussi une perversion sur le hasard, c'est que si l'élève coche au hasard, il va être pratiquement dans l'obligation de cocher qu'il n'est pas sûr de lui, au niveau du degré de certitude. Et s'il fait ça, le système va jouer contre lui, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va trouver une bonne réponse, certes, il enclenchera des points, mais il va littéralement anéantir ses espoirs d'avoir un bonus. Et à contrario, si jamais il a faux, il est en phase, tout va bien, par contre, il ne rapporte pas de points. Ce qui fait qu'il ne peut pas gagner sur les deux tableaux. Même s'il trouvait des bonnes réponses au hasard, ça se retournerait contre lui d'une façon ou d'une autre. C'est ça qui est intéressant aussi avec ce mode. Sauf le mec a confiance dans le hasard. Alors, ce que j'ai ajouté aussi, c'est des durées limitées. Donc, j'ai mis évidemment une durée limitée pour faire le test.
Et donc, j'ai mis un affichage séquentiel, c'est-à-dire que les élèves ne pouvaient pas revenir en arrière. Oui. Ça, j'y tenais parce que sinon, Ouais, ça. effectivement, il y avait des questions quand même, notamment en physique, quand tu voyais un schéma, tu savais qu'il avait une question de toi, et donc tu dis, ah bah attends, je vais revenir en arrière parce que l'autre, il a coché A, moi, je sais. Donc, j'ai mis le mode séquentiel pour bloquer ça, mais du coup, en contrepartie, pour chaque question, je leur ai mis une durée estimée. C'est-à-dire, moi, j'ai dit, voilà, vous avez cette question-là, vous ne pourrez pas revenir dessus, mais j'estime que vous devez prendre 6 minutes pour la traiter au maximum. Si au bout de 6 minutes, vous n'avez pas trouvé la réponse, voilà, passez la question, ou tenter une réponse au hasard si vous voulez la salle, mais bon, ça c'était pas forcément d'actu pour eux. Et au moins, je leur donnais cette indication de durée à consacrer à la question, pour pouvoir compenser cette impossibilité de revenir en arrière. Et puis, ce qui avait été expérimenté il y a quelques temps maintenant, j'ai mis aussi Safe Exam Browser pour couper les accès Internet, de sorte à ce qu'ils n'aillent pas consulter une page quand j'ai le dos tourné. Donc, ça, c'était le paramétrage que j'ai utilisé. De toute façon, pour ceux qui ne l'ont pas utilisé, vous pouvez consulter David, qui peut vous expliquer comment ça fonctionne. C'est relativement rapide à faire dans le paramétrage. Ça, c'est des paramètres qu'on conseille même pour toutes deux tests. Aussi, il y a ce qu'on appelle attempt. Donc, il faut limiter à 1 pour ne pas reprendre les. Oui, ça, j'ai mis systématiquement ça. Le nombre de tentatives à la réponse. Alors, l'avantage d'avoir pu expérimenter, c'est qu'aussi, je peux représenter tous mes points sur le même graphique. Et là, j'ai une cartographie de ma promotion. Ça veut dire que j'ai les résultats de tous mes élèves sur un même plan. Et là, par exemple, c'est le résultat du premier test qui a été fait en géométrie. Alors, c'était un test de difficulté facile. Quand je mets 1 étoile sur 3, pour moi, c'est un test qui est relativement facile. C'est du redit de ce qu'on a vu en TD. Ils savent refaire ou ils ne savent pas refaire, grosso modo. Donc, j'avais mis 10 questions, une durée de 45 minutes, et puis j'ai obtenu cette répartition. Donc, vous voyez, ils ont plutôt joué le jeu. L'avantage, c'est que j'ai quand même aucun point qui s'est retrouvé en perdition, là, tout en bas, du côté du -6. Ce qui est quand même rassurant, parce que ça m'aurait embêté d'avoir des élèves à cet endroit-là. D'ailleurs, un élève qui répond au hasard peut se retrouver dans cette zone-là, parce que la probabilité qu'il trouve les bonnes réponses et qu'il soit en phase est quand même assez faible. Et donc, j'ai obtenu cette répartition. Lors du deuxième test, un peu similaire, difficulté plutôt, c'est pas un test difficile, 8 questions, 40 minutes. Là, vous voyez, les points, ils ont clusterisé davantage sur la partie haute et ils se sont raréfiés dans la partie basse. On va voir en termes de résultats d'évaluation sommative que justement, j'ai une augmentation de l'écart type sur ce contrôle. Ouais. Donc, ce qui est marrant, c'est que l'augmentation de l'écart type peut se voir visuellement aussi sur la cartographie de l'ensemble de la promotion. Et puis là, j'ai mis, donc c'était un troisième test qu'ils ont fait la première année, avec une difficulté un peu plus importante. Et là, on voit que face à un niveau de difficulté croissant, les points ont tendance à se disperser. Alors, ils suivent toujours à peu près pas la courbe des attentes, mais en tout cas la zone, la région. On va appeler ça la banane bleue, comme on dit dans la métropole, la mégalopole européenne. C'est plutôt sûr. Le fait intéressant aussi, c'est que les élèves qui ont plus que 50% de taux de réussite, vous voyez, ils sont très majoritairement au-dessus de la courbe des attentes. Et à contrario, ceux qui avaient plutôt en dessous en termes de taux de réussite se sont retrouvés sous la courbe des attentes. Donc il y a aussi une qualité d'analyse réflexive qui a suivi le taux de bonne réponse. Donc ça, c'est des exemples de répartition que j'ai obtenus. C'est des résultats réels. Est-ce que tu as eu la réponse pas la réponse, la valeur de la moyenne des bonus appliqués? Non, je n'ai jamais calculé la moyenne des bonus appliqués. Mais de toute façon, oui. Pour voir comment le bonus a impacté ta répartition, je veux dire. Juste. La répartition des bonus. Là, ici, quand on voit sur des contrôles comme ça, en fait, des élèves ont une majorité de bonus. Il y en a très peu qui ne sont pas concernés. Ici, par contre, c'est plutôt kiff-kiff. C'est mon pointe. Je ne les ai pas calculés, les moyennes. Oui, ça donne pas, je veux dire, Moodle, ce modèle-là ne permet pas d'avoir la moyenne de bonus. Si, tu peux avoir un bonus, le bonus moyen obtenu par l'ensemble des élèves, je pourrais le calculer, c'est dans le fichier d'export. Tu prends tout et tu additionnes. Pas calculer. Voilà, calculer. Alors l'idée maintenant, c'est de regarder les comparaisons avec les résultats antérieurs, puisque j'avais testé ça en 2022, j'avais déjà la matière l'année précédente, sauf que j'avais fait les tests au format papier. J'avais déjà des degrés de certitude, mais qui n'avaient pas été exploités plus que ça. Et j'avais des tests qui sont totalement comparables à ceux qui ont été faits en 2023 sur Moodle, parce que je suis parti sur les mêmes bases de questions.
On a juste changé le prisme avec lequel on le regarde. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Moodle, j'ai aussi ajouté quelques questions de cours à chaque fois, ce que je n'avais pas fait sur le format papier. Et là, vous avez les résultats obtenus d'un point de vue sommatif en termes de moyenne sur 20 pour la classe, l'écart type associé. Et en validation, là, en pourcentage, c'est le pourcentage d'élèves qui ont eu plus que 10 sur 20. Donc le pourcentage d'élèves qui valident le contrôle du point de vue de cette règle de 10 sur 20 de validation. Et sur le premier test, j'ai des résultats qui sont vraiment très similaires, enfin, assez proches, hein, sensiblement. Pour le deuxième, alors j'ai une moyenne un peu plus élevée, mais vous voyez, j'ai l'écart type aussi qui a fortement augmenté. On l'avait vu sur le graphique au niveau de la répartition des points. Effectivement, j'ai un écart type qui est beaucoup plus fort. Alors pour le troisième test, je n'ai pas d'éléments de comparaison, parce que en 2022, ce que j'avais fait, c'était un devoir maison. Alors, voilà, par contre, on voit que la moyenne était un peu plus faible. Ce n'est pas illogique, hein, le test était plus difficile en termes de. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi comparé au final les moyennes finales par matière obtenues. Donc sur 2022, j'avais 3 tests écrits plus un devoir maison qu'ils avaient effectué. Sur 2023, j'ai 3 tests Moodle et un travail de groupe qu'ils ont effectué en salle de classe. Je l'avais surveillé moi-même, etc. On peut voir sur des démonstrations. Et là, je compare en fait les données que j'ai par matière. Bon, ce n'est pas le même effectif, hein, mais il y a 50 élèves, 31 l'an dernier, qui sont concernés. Et si je regarde en termes de pourcentage de validation, c'est quand même extrêmement proche. Donc le côté rassurant sur ces premières expérimentations, c'est que je n'ai pas détecté de différence significative en termes de résultats obtenus au global. Aussi pas la même promotion, pas les mêmes. Ce n'est pas la même promotion, il y a ces écarts-là aussi, mais en tout cas, s'il y avait eu une véritable modification de l'usage de Moodle, du domaine de certitude sur l'évaluation de cette matière, à l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas visible. Je ne l'ai pas détecté. Et ça, c'est le côté rassurant, ça veut dire que ce changement de prise, pour l'instant, n'a pas modifié, en tout cas, n'a pas l'air de modifier les résultats obtenus au global sur une promotion. Donc ça, c'est avec les premières années. Et après, j'ai fait la même chose avec les quatrièmes années. Donc là, on a un test plutôt de difficulté facile qui a eu lieu en mécanique des fluides sur une dizaine de questions, 45 minutes. Voilà, on se retrouve avec une répartition de QSFC. Ils sont moins nombreux, hein, ils sont 21. Je l'ai marqué après, je crois qu'ils sont 21. Donc là, on a obtenu cette répartition. Et encore une fois, après, j'ai fait, alors là, c'était carrément un devoir surveillé, 10h30. Devoir surveiller d'1h30 que j'ai fait sous format Moodle. Donc là, j'ai poussé le nombre de questions, évidemment. J'ai eu 18 questions sur 90 minutes. Le niveau de difficulté était un peu plus élevé. On se retrouve avec à peu près la même tendance que les premières années, hein, avec une dispersion du nuage de points. On commence à se répartir. Et puis encore une fois, ceux qui sont au-dessus de 50% taux de réussite, ils sont plutôt au-dessus de la courbe des attentes, et puis les autres, vice-versa. Je ne dis pas que c'est une tendance générale, c'est peut-être juste un hasard sur ces deux évals, mais il semblerait quand même que le niveau de difficulté commence à trier vraiment l'état de connaissance des élèves et à associer le degré de certitude aux réponses. Et pareil, en termes de résultats, donc là, je peux comparer avec les résultats antérieurs. Alors, pour la thermique, j'ai des éléments de comparaison, parce que le DS de cette matière, je le fais depuis pas mal de temps maintenant. Et voilà, statistiquement, en termes de moyenne et d'écart type, ce n'est pas une révolution. Pas le même tonneau que les années qui précèdent. Alors, à l'exception de l'année 2021-2022, qui est un taux de réussite beaucoup plus fort. Il me semble que c'était la promotion qui était vraiment d'écart. Je regarde Frédéric parce que c'est lui qui doit en avoir le meilleur souvenir, je pense. J'essaie de me rappeler. Il me semble que c'est la promotion de Valentin Alétru. Ok. Bon, eux, il se trouve qu'ils avaient eu beaucoup plus que les autres années. C'est comme ça. Et si je regarde faisant exception de cette année-là, voilà, j'avais des taux de réussite, des taux de validation à ce DS qui étaient de l'ordre de 45-50%. Bon, là, on est à environ 43%, un peu en dessous. Mais voilà, en termes de moyenne, de pourcentage de validation, c'est une différence qui n'est pas forcément très significative non plus. Le fait d'avoir basculé sur Moodle n'a pas, encore une fois, révolutionné le résultat, ni en bien ni en mal. Pour le global, j'entends. Pour la mécanique des fluides, j'avais ce résultat-là, mais là, je n'ai aucun élément de comparaison, puisque j'ai pris cette matière-là. Toujours Frédéric. J'ai pris cette matière-là un peu au dégoté, donc là, j'ai fait au plus court, mais surtout, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas faite. Et la fois où je l'avais faite, en plus, c'était des données qui datent, pour ceux qui connaissent les ZEP, d'avant l'incendie.
Et 2018. il se trouve que mes données, qui étaient que des données de papier à cette époque-là, en fumée. Donc je ne les ai pas retrouvées, bien évidemment. Je n'ai pas trouvé de trace numérique particulière des résultats que j'avais. Bon, c'est pas grave. Au moins, on avait obtenu ce résultat-là. Voilà. Et ça, c'est la remarque que j'avais formalisée déjà précédemment sur l'augmentation du niveau de difficulté des devoirs. Alors, dernier élément que je voulais vous présenter aujourd'hui aussi, c'est qu'est-ce qu'en pensent les élèves. Parce que là, on va regarder ça du point de vue pédagogique, nous, enseignants, mais c'est bien aussi d'avoir l'enquête d'opinion auprès des élèves. Donc, j'ai sondé les élèves en fin de module sur, pareil, j'ai utilisé un sondage Moodle, quitte à pousser la perversion jusqu'au bout. On va utiliser Moodle pour faire le sondage, c'est très bien pour recenser les réponses. Donc, j'ai un taux de répondants de 100%, puisque je leur ai demandé de le faire en fin de séance, de face à face. Avec un degré de certitude, évidemment. Alors, on en reparlera, mais dans le cadre d'une autre rencontre pédagogique, justement, je laisserai mon collègue Christophe Béchat prendre le devant sur ces dossiers-là. Mais on peut effectivement définir une incertitude sur les degrés de certitude. C'est ça qui est assez rigolo. Voilà, en l'occurrence, j'ai fait une enquête d'opinion auprès des élèves. Donc, je leur ai posé plusieurs questions. Donc là, c'est les réponses des premières années, les 1G1. Je leur ai demandé s'ils étaient convaincus ou pas par l'usage de ce nouveau mode d'évaluation. Voilà, question directe. Et puis, je leur ai demandé de se positionner sur un pourcentage, sachant que 0% pour eux, ce n'est pas convaincu. 100%, c'est ils sont convaincus du mode d'évaluation. Ça, c'est la répartition que j'ai obtenue. Donc, c'est plutôt positif, parce qu'ils sont plutôt à plus de 50%. Pour calculer un taux d'opinion favorable, je suis parti du principe qu'il fallait être supérieur à 51%, comme à l'Assemblée. Donc, j'ai comptabilisé à partir de la colonne 60%. Donc, si je comptabilise à partir de 60% et je vais jusqu'à 100%, j'obtiens quand même à peu près 3/4 des élèves qui ont dit qu'ils étaient plutôt convaincus de ce nouveau mode d'évaluation. C'est les premières années. Chez les quatrièmes années, c'est même un peu plus. Là, je regarde Alexandre parce que ça se trouve, c'est contradictoire avec tes enquêtes. Ben non, mais ceux qui sont contents, ils le disent pas, c'est toujours pareil. Là, en l'occurrence, ils l'ont dit. Parce que tout le monde a répondu. Pour ça, ouais. Ils ont tous répondu. Donc là, on est plutôt autour de 86% de taux d'opinion favorable. Donc, pourtant, ils étaient les plus inquiets au début. Quand je leur ai présenté la façon dont allait se dérouler l'évaluation. Mais au final, après l'avoir effectué, j'ai quand même réussi à adhérer au système. Et finalement, ils en sont plutôt bien convaincus. Et après, je les ai questionnés aussi sur le retour suite à l'évaluation. Moi, je leur ai fourni tout un ensemble de données. Je leur ai dit comment est-ce que vous jugez ça, les supports, les commentaires que vous avez pu obtenir, l'information délivrée. Donc, chez les 1G1, c'est pareil, on a plutôt un bon taux d'opinion sur la restitution de ces données. Alors, ce qu'ils aiment bien aussi, c'est la rapidité. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on a du mal à faire à l'ESEP, c'est rendre les notes suffisamment tôt. Je ne fais rien à personne, ce n'est pas à moi de faire le jugement. Mais l'avantage qu'a Moodle, c'est qu'une fois que vous avez exporté vos données, elles sont traitées très rapidement parce qu'un fichier Excel, ça traite tout en un claquement de doigts. Une fois que vos formules sont prêtes, tout est calculé automatiquement, la note, le machin. Et donc, ça permet de faire une restitution aux élèves extrêmement vite. Moi, à chaque fois, je l'ai faite en moins de 24 heures. Et même chez les Gréa 4, pour le devoir surveiller, je l'aurais rendu le jour même. Parce que je les avais l'après-midi en cours. Et la pause déjeuner, je m'étais mis derrière mon ordi, j'avais extrapolé. Donc, c'est aussi cet aspect-là, l'aspect restitution quasi immédiate. Ça leur donne une indication tout de suite de la note qu'ils ont obtenue et en plus de toutes les autres informations supplémentaires. Donc, chez les quatrièmes années, ils ont vraiment très apprécié ce truc-là. Ils sont à 95%. Et oui, Alexandre. Oui, mais comme toujours, ceux qui se plaignent, c'est ceux qui sont minoritaires. Là, en l'occurrence, il n'y en a même pas un qui a mis moins de 50%. C'est que tu as réussi à les reconvaincre derrière. Là, j'espérais bien y arriver. Oui, c'était mon idée première là-dessus. Quand on fait une phase d'expérimentation comme ça, on part toujours avec la machette à travers les ronces. Donc, j'espère bien trouver la cité d'or au bout. C'est logique. Bon, je ne sais pas si je l'ai trouvé, mais en tout cas, j'ai défraîchi un chemin qui clairement a l'air de convenir aux étudiants. Alors après, je leur ai demandé s'ils souhaitaient revenir à un mode d'évaluation classique, c'est-à-dire est-ce qu'on revient à une copie écrite, manuscrite, et puis je vous délivre une note, soit peu.
que ce soit les premières années ou les quatrième années, ils ont plutôt répondu non. Ils préfèrent finalement ne pas revenir à ce mode-là. Alors, il y en a quand même 25 à 30% hein, qui auraient dit oui. Et en particulier, ça concerne très souvent des majors de promo. Des gens qui sont attachés encore très près à ce modèle académique, à ce modèle évaluation papier. Donc, ce n'est pas forcément ceux qui ont eu des mauvaises notes avec ce système qui ont répondu oui à cette question. C'est divers et varié. Et en particulier, on va trouver ces élèves-là qui, je sais pas, ils doivent sentir une valeur refuge de la copie, la peur du changement. Peut-être l'espoir du commentaire qui va leur permettre d'aller un peu plus loin, que là, du coup, tu peux pas trop fournir de ce que tu disais tout à l'heure. Oui, mais au final, parfois, ils sont attachés à avoir leur copie. Alors, c'est aussi un petit peu le reproche que je peux leur faire, c'est que les élèves, souvent, qui ont des bonnes notes, alors eux, on peut être sûr qu'ils ne viendront jamais consulter leur copie. Les rares qui viennent consulter leur copie, c'est plutôt, en général, ceux qui ont eu 8, 9, et puis qui se disent, tiens, Parfois, je vais aller voir ma copie des fois que je Parfois, parlerai. c'est 18-19 qui vient. Ouais, c'est ça. Oui, Première, deuxième année. on les voit. C'est pas général. On les voit pas souvent. Voilà, en tout cas, c'est quand même une majorité qui ont Oui, c'est vrai. Et si je leur ai demandé, alors là, c'est pour vous, je leur ai demandé s'ils souhaitaient est-ce que ça soit étendu à de nouvelles matières. Ils ont répondu, pareil, dans les mêmes proportions, que ce soit les premières et les quatrièmes années, ils ont répondu oui à environ une soixantaine de pourcents. Donc, avis à ceux qui souhaiteraient franchir le pas, vous avez quand même une majorité pour pouvoir au moins expérimenter, peut-être sur un devoir, ce type d'évaluation. Il y a 10% de différence entre les deux. Oui, aussi. Oui. Donc, il y a quand même une petite. Alors après, quand j'ai dit d'autres matières, je n'ai pas précisé, c'était des matières sciences ou pas. C'était général. Alors, il y a quand même quelques commentaires libres que j'ai laissés aussi. J'ai relevé ceux qui revenaient avec une fréquence très importante. Chez les premières années, la plus haute fréquence que j'ai eue, c'était la possibilité de revenir en arrière sur les questions. Beaucoup me l'ont dit dans les commentaires libres, parce qu'ils aimeraient bien pouvoir passer une question puis revenir dessus après, malgré le fait que je leur donne l'indication du temps estimé. Alors, bon, c'est quelque chose à laquelle je viendrai sur la conclusion après, je vais essayer de réfléchir pour essayer de le libérer, ce volet-là. C'est vrai que moi, initialement, j'avais mis quand même ce volet-là pour limiter tout espace de possible triche en regardant les écrans voisins. Mais bon, c'est quand même un souhait plutôt général d'une grande majorité des élèves de première année. Sur ça, est-ce que tu as adopté la méthode de l'ordre de difficulté croissante dans les questions? Parce que comme on ne peut pas revenir en arrière, en général, on peut commencer. Non, parce qu'elles sont dans un ordre aléatoire. Ouais, mais on peut faire aléatoire par catégorie. Donc, tu fais des catégories et dans chaque catégorie, tu fais aléatoire. Dans ce cas, tu fais des ordres de difficulté et tu fais le plus simple avec une catégorie plus simple, mais aléatoire dans cette catégorie. Et comme ça, je n'ai pas produit. Tu peux enlever cette. Dans ce cas, ils ne veulent pas. Même si tu l'enlèves, de toute façon, les questions ils ont la possibilité de revenir. Donc, si jamais ils reconnaissent la question sur l'écran voisin, et qu'ils veulent modifier leur réponse en conséquence, mais après, tu peux. C'est juste cette question-là qui me gênait un petit peu. C'est aléatoire et aussi tu peux mettre les réponses aléatoires. Dans ce cas, même s'il revient, ils ne vont pas trouver cette réponse-là aussi en C. Ça dépend des tests. Ça dépend des tests. Effectivement, sur certaines questions de maths où j'ai mis 15 ou 20 propositions, je suis pratiquement sûr qu'ils vont pas repérer la chose. Ouais. Par contre, j'avais des questions, par exemple, en physique, Vrai-faux, où je leur donnais un schéma interprété, par exemple. Alors là, tu reconnais la question de moi parce que tu vois le schéma qui est affiché, et je n'avais pas 36 propositions de réponse. Et pareil, j'avais quand même quelques questions de cours, vrai, faux. Tu peux supprimer, si ils reviennent sur la question, tu supprimes le bonus. Si. S'ils reviennent sur la question, ils ont un malus, ou tu supprimes le bonus. Ça, je ne sais pas qu'on puisse le faire avec nous. Connaissant la rigidité du système. Déjà, oui. Mais ouais, ça serait une solution. Mais le bonus n'est même pas en soi l'enjeu, parce que le bonus, ça représente au maximum 10% de la note finale. Le plus gros de l'enjeu reste quand même, encore une fois, les réponses aux questions par rapport au barème que vous avez fixé. Donc, c'est pour ça que j'avais mis ce biais-là. Mais bon, en tout cas, la remarque reste légitime de la part des élèves de première année. Sur cette Ils le mettent même sur des QCM classiques. Hein. Indiqué au départ, attention, vous ne pouvez pas revenir en arrière, tu les entends. On va bien pouvoir revenir en arrière. Voilà, en tout cas, c'est une remarque qu'ils ont formulée à de très nombreuses reprises. Chez les quatrièmes années, elle n'est pas du tout sortie d'ailleurs. Eux, par contre, ils en avaient une qui est revenue avec une forte itération aussi.
il voulait pouvoir avoir des questions qui évaluent la méthode de raisonnement employée. Donc là, on rejoint le contenu de la copie qu'on a pu, entre guillemets. C'est sorti chez les 4e années. Donc là, j'ai peut-être des éléments de réponse. J'ai travaillé en fait sur les questions. Moi, j'ai déjà une première banque de questions, mais c'est clairement aussi c'est la nature de certaines questions posées qui permettrait de le faire. Ouais. Donc ça, c'est des étapes par étape, des questions en étapes. Absolument. Juste une étape de calcul, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir deux. Donc ça fait justement partie des perspectives que j'ai définies. Alors déjà, bon, quand on travaille sur Moodle, il faut avoir des banques de questions suffisamment riches. Oui, ça, c'est sûr. Donc moi, j'en ai produit juste ce qu'il fallait pour le moment, mais clairement, mon premier objectif, ça va être d'enrichir les banques de questions. Déjà, ça va me donner une plus grande variété, ça va me donner un meilleur volant au niveau des questions. ChatGPT, tout à fait. Alors, Parfois, sur Excel, ça suffit. Une équation, tu donnes un Moins paramétrage. confiance sur les maths et la Ça te physique. crée une question. Regarde Alexandre, mais Il faut être vigilant sur les questions, il faut bien les lire avant. Ça m'a donné des questions, certaines débiles, ouais. et d'autres. Bon, après, en maths, en mathématiques, c'est pas trop le Ça va, problème. Parce qu'en mathématiques, quand on veut dédoubler une question, c'est pas trop compliqué, surtout si c'est, par exemple, résoudre des équations complexes, comme celle qu'on avait vu au tout début. Vous changez les coefficients, vous avez une question du même niveau de difficulté, le résultat est différent. Et pour la physique, je suis un peu plus sceptique par rapport à l'IA. Mais bon, ça, c'est quelque chose que l'on peut travailler et qui permettrait peut-être de libérer le mode séquentiel, c'est-à-dire de permettre les retours en arrière. En ce qui concernait la remarque des 4e années, clairement, peut-être une des solutions, c'est d'utiliser les QCM à multiniveau. C'est-à-dire d'avoir un ensemble de questions posées sur un énoncé qui permettrait de jauger et la réponse et la justification de cette réponse. Peut-être même descendre encore en plus en granulométrie. Je sais qu'il y a Nicolas Michel qui est en ligne sur Teams, il aura peut-être l'occasion de rebondir quand on va ouvrir les micros pour que vous puissiez poser vos questions aussi sur Teams. Rassurez-vous, vous allez avoir l'opportunité de poser vos questions d'ici quelques secondes. Mais voilà, peut-être que l'usage du QCM à multiniveau, c'est l'une des façons aussi de pouvoir répondre à cette attente. Et puis, voilà, étendre ce mode à d'autres matières. Moi, je pense pouvoir le faire en Ing2. J'ai des matières, notamment l'électro, j'ai commencé à y réfléchir. Je ne l'ai pas fait cette année parce que je ne voulais pas courir après 30 lièvres différents, ça servait à rien. Je voulais déjà voir ce que ça donnait sur ces premières expérimentations. Mais clairement, je pense qu'il y a quand même la place sur ces matières-là de pouvoir produire un ou plusieurs tests de ce type-là dans ces matières-là. Et puis, après, faire avoir convaincu certains enseignants d'employer ce type de modèle et pour qu'ils puissent le faire eux aussi dans leur matière et auprès de leurs élèves. Alors, j'ai consulté des références sur ce sujet, on n'est pas parti de rien, parce que comme je l'avais dit avec David, quand on avait exploré pour la première fois, on avait fait la première batterie de test, on n'avait rien compris à ce que faisait Moodle, et donc ça nous avait causé quelques soucis. Bon, il y a une vidéo qui existe en ligne, qui a été faite par le professeur Loïc Desquibet de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, qui est très intéressante, et dans laquelle justement il expliquait le modèle. Et donc, c'est en regardant cette vidéo qu'on a compris ce que faisait Moodle et qu'on a pu du coup nous transposer à ce que les faire en interne ici à l'ESEP. Et si vous voulez consulter de la documentation papier au niveau des articles et des publications, autant en français qu'en anglais d'ailleurs, parce qu'il y a des documents papier de ces auteurs-là qui sont aussi rédigés en français, donc ça reste un confort de lecture pour ceux qui sont moins à l'aise avec l'anglais. Il y a le professeur Dieudonné Leclerc de l'Université de Liège, en Belgique, et la personne avec qui il a souvent travaillé, le professeur Jean-Luc Gilles, de la Haute École pédagogique de Vaud, en Suisse, ont beaucoup travaillé sur le sujet, et depuis pas mal de temps, en fait. C'est quelque chose qui a déjà 1 ou 2 décennies d'ancienneté. Donc, eux, ils avaient déjà exploré ce type de modèle d'usage des degrés de certitude avec un modèle de bonus-malus asymétrique comme celui qu'on a vu. Il a été étudié, et c'est d'ailleurs probablement de ces conclusions qui est inspiré le modèle qui a été renseigné sur Moodle, qui lui n'est pas authentifié par contre. Je ne sais pas qui l'a créé sur Moodle. Il n'y a pas la trace du nom de la personne ou des personnes qui l'ont produit. Il y a aucune documentation, même dans la documentation de Moodle, on sait qu'il y a une case à cocher, un paramètre à définir, mais après, on n'a pas plus d'infos, on n'a pas de données. Donc en fait, les données qui sont sur le modèle, vous le trouverez plutôt dans la littérature, vous ne le trouverez pas en interne sur Moodle, dans les outils en ligne.
aide en ligne, il va simplement vous donner les éléments sur le nombre de points attribués, par exemple, la fameuse règle qu'on a vue, 1, 2, 3, moins 1, 2, moins 6, etc. Mais vous ne trouverez pas les explications de ce modèle dans la documentation Moodle pour le moment. Et j'en ai fini avec cette présentation. C'est le moment aussi pour vous de poser des questions. On a déjà une question. Est-ce que tu as comparé tes résultats? Parce que tu as deux choses, tu as Moodle et tu as le degré de certitude. Est-ce que avec la même série, est-ce que tu as comparé les résultats qu'ont la moyenne, les notes des étudiants, avec et sans le degré de certitude? Parce qu'aujourd'hui, des QCM, on en a tous, que ce soit papier ou Moodle, on a éventuellement fait certains d'entre nous. Ça veut dire Sauf que c'est soit au hasard, enfin, QCM à l'ancienne. Ils ont 20 questions à 20 points, ils ont 17. Donc, mais sans la pondération par ton degré de certitude. Ouais. Alors, le problème, c'est que... Est-ce qu'avec ces résultats, est-ce que tu as essayé de regarder si j'enlève la nouveauté? L'année précédente, la certitude et même les années précédentes, ils faisaient très peu les QCM. Non, mais ton résultat, le résultat que tu as cette année, tu as un QCM qui intègre et les réponses aux questions. Donc, certains auraient eu 20. J'ai vu certains, ils avaient 100%, ouais. Donc, si tu compares la moyenne de ta promotion en enlevant la courbe d'attendue, le résultat. En enlevant, tu veux dire donc la pondération par. En enlevant la bonification moyenne, en fait. La bonif, oui. Il faut savoir que la moyenne. Ça change beaucoup ta moyenne. Alors, je ne l'ai pas calculé, mais sensiblement non, parce qu'il y a déjà tous ceux qui n'ont pas de bonus, c'est tous ceux qui se retrouvent sous la courbe des attentes. Pour eux, la note reste inchangée en termes de notation. Pour les autres, tous ceux qui sont proches de la courbe, la bonification n'est que de 1 ou 2 dixièmes de point, ce qui est relativement peu. Donc, en termes de moyenne, je pourrais le calculer. Il faudrait que je sorte les fichiers Excel. Le résultat, nombre de réponses, en fait, c'est le nombre de réponses. Ouais, je pourrais calculer le bonus moyen pour voir, mais je ne pense pas qu'il soit très significatif sur ça. Parce qu'au final, ceux qui ont eu les plus de 1.5 ou 1.5 ou 2 de bonus, ils étaient plutôt rares dans les colonnes. La plupart du temps, c'était des bonus de 0,3, 0,6, 0,7, des choses comme ça. Ou même la plupart du temps, c'est un bonus. La présentation graphique, quand on fait, ça complexifie. Moi, si je veux rentrer dedans, il y a comme des formules de calcul avec derrière. Quand tu fais des résultats bruts, je les ai tout de suite et ça reste Moodle. C'est le fait de rajouter ta pondération avec ta règle de calcul, donc des formules. Je ne dis pas que c'est compliqué, je dis qu'il faut le faire. Ouais. Alors que si tu fais le résultat direct, 20 réponses sur 20, 20 sur 20, 10 réponses sur 10, 10 sur 10, tu vois. Oui, en fait, le traitement qui peut prendre du temps sur Excel est uniquement lié au test que vous allez créer. Parce que moi, j'ai un fichier qui est déjà constitué avec une capacité de 75 élèves. Ça veut dire que tant que je ne dépasse pas une promo de 75, je peux tout mettre sur le même fichier. Et j'ai séparé les onglets. Et en fait, le seul onglet qui est à modifier, entre guillemets, c'est l'onglet d'export des données Moodle. C'est-à-dire que tout ce qui va être calcul de bonification, est déjà prêt dans un autre onglet et s'exécutera automatiquement, quel que soit le test que je peux apporter. Mais je sais que tu n'aimes pas trop Excel. Ah si, j'aime Excel. C'est juste que je ne sais pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que lorsque tu importes tes données Moodle, moi, dans mon fichier Excel, je les apporte dans un des onglets et je traite uniquement cet onglet. C'est-à-dire, je regarde le nombre de colonnes au nombre de questions que j'ai posées. Je regarde les endroits où il y a eu des non-réponses, parce que les non-réponses, Moodle exporte un tiret. Et donc, je le remplace par un 0, parce que sinon, le tiret n'entre pas en ligne de compte dans le calcul du site. Et puis après, je me suis employé à mettre le bilan des acquis à côté. Donc, je me suis créé des colonnes à part pour ça. Et sinon, moi, j'ai mes colonnes avec le barème. C'est-à-dire, si le nombre de points est positif à un endroit, alors j'attribue tant de points. Si il est négatif, alors je n'attribue pas de points. C'est une règle logique, tout simplement, de tout rien. On comptabilise les points que j'ai mis dans mon barème. Cette question-là, elle est sur 0,5, cette question-là, elle est sur 1, cette question-là, elle est sur 2. En fonction de la réponse qui a été donnée, ça attribue 0,5, 1, 2, 2. En fonction de ça. Donc, le traitement des données, à partir du moment où vous utilisez un fichier Excel qui est bien conçu, moi je peux communiquer un fichier Excel quasi immédiat. Juste préparer en fait l'arrivée de l'export Moodle. Ça, c'est ceux qui utilisent le test Moodle, je pense que vous l'avez déjà tous fait. On a les données Moodle qui sont exportées, c'est des colonnes affreuses.
il nous met l'adresse mail, Oui, tu peux le supprimer, numéro, filtrer. le- Oui, mais etc. Aujourd'hui, Moodle, si tu fais un QCM sur Moodle, il met carrément la note sur Moodle, quoi. Ce qu'il y a, c'est que Moodle. Non, mais si t'as pas des. Voilà, je pourrais l'avoir fait il y a quelques l'année Oui, Covid, je sais pas trop le quoi. problème, c'est J'ai que fait mes 20 questions, puis le problème, c'est la sortie que j'avais, c'était la note finale. J'ai rien à bidouiller. Moodle ne te donne pas la note. Moodle ne te donnera que la note moyenne par question. Donc, il ne va te fournir que les coordonnées du point. Si tu utilises le degré de certitude. Si tu utilises le degré de certitude. Non, mais ouais, si tu Si tu n'utilises pas le degré de certitude, effectivement, Moodle est capable de t'exporter la note directement. Oui, parce qu'il calcule un nombre de points que tu as attribué à tes questions. Exactement. Donc ça, il le fait tout seul. Il n'y a pas besoin de retraiter par-dessus. J'ai juste une petite question, en fait. Dans l'enquête d'opinion que tu as fait, Vincent, Oui. est-ce que tu as essayé de savoir un petit peu le fait d'introduire le degré de certitude? Est-ce que ça a impacté un petit peu la façon de travailler des élèves, etc.? Alors, est-ce que ça l'a impacté la façon de travailler? Je n'ai pas sondé cet aspect-là, difficilement mesurable. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'au moment où j'ai fait les briefings, ils avaient, alors les premières années, c'était plutôt des inquiétudes sur comment est calculée la note, parce qu'ils étaient encore très lycéens, évidemment, dans leur façon de voir les choses. Et chez les quatrièmes années, par contre, c'était beaucoup plus sensible, parce que eux, ils demandaient à être fallait les convaincre de rentrer dans ce système. Après, est-ce que ça a changé leur façon de travailler? Alors, les quatrièmes années, je pense que non. Au moins dans leur réponse au test, si tu veux, parce que c'est vrai que l'objectif quand même… En tout cas, dans la comparaison des résultats que j'ai fait par rapport aux années antérieures, pour le moment, il n'y a rien qui m'indique que ça a eu une influence. Alors, Et est-ce que tu as eu un retour de leur part justement pour dire que oui, le fait d'intégrer ce degré de certitude, bah, ça m'oblige à revoir un petit peu ma réponse, à faire une analyse un petit peu de ce que je vais dire, etc. ou pas? Non, je n'ai pas eu vraiment ces retours-là. Chez les quatrièmes années, il y en a certains qui se sont interrogés pour savoir si c'était de la recherche pédagogique ou autre. Ils avaient quand même un peu de curiosité pour ça. Mais sinon, non, les élèves, ils restent quand même très terre à terre. C'est-à-dire qu'ils, une fois qu'ils ont eu le résultat, voilà, ils ont le résultat et puis ils cherchent uniquement les données autour de ça. En tout cas, je n'ai pas eu de traces. D'accord, parce que le plus quand même de ce modèle, c'est aussi cette analyse réflexive, quoi, qu'on souhaite développer un petit peu auprès des élèves, en fait. Absolument. Ben moi, c'est l'analyse réflexive que je souhaite inculquer aux élèves et aussi pouvoir la bonifier, la rétribuer de façon juste quand elle est bien faite. Moi, c'était ça aussi qui m'intéressait beaucoup au début, c'était de pouvoir apporter cette valorisation sur une forme de d'honnêteté intellectuelle sur les réponses qui sont données. Et ça, c'est très important, surtout pour nos futurs ingénieurs. C'est ce que disait justement la personne qui avait fait la vidéo sur l'école vétérinaire. Alors, évidemment, il avait des étudiants, futurs vétérinaires, et il disait, voilà, un vétérinaire qui doute, il a beau être bon, mais s'il doute, dans le doute, il peut tuer un animal, quoi, en essayant de le soigner. Oui, en tout cas, mieux qu'il soit sûr de ce qu'il fasse. En tout cas, merci pour la présentation. J'ai bien apprécié surtout le tableau que tu as fait par rapport aux résultats selon ce modèle et en comparaison avec les tests plus classiques, etc. Je trouve qu'effectivement, ça clarifie un petit peu la fiabilité de ce modèle. On a une question d'Erika, du coup. Par contre, ça, il y a beaucoup de travail derrière, j'imagine. Alors, si chaque étudiant, tu lui écris tout ça. non, mais ça, encore une fois, ça, c'est génial. Une fois qu'il est traité par Excel sur fichier d'export, ces pages-là, je n'ai plus qu'à cliquer sur imprimer en couleur. Mais le fichier Excel, donc tu fournis tous les détails. Oui, mais c'est Moodle, c'est l'export Moodle qui me permet d'exporter. Et donc, vous savez, il faut détailler tous les aspects. Tu as quand même mis du temps. C'est-à-dire, au lieu de donner une note sur 20, toi, donc, tu donnes des notes sur chaque aspect. C'est-à-dire, la note globale que tu mets sur Excel, sur Moodle. Ou bien donc à travers les réponses aux questions depuis ta mission Moodle que les notes seront générées, c'est ça? Moodle, il va exporter la totalité des combinaisons de réponses données. Donc, il exporte un tableau
le nom de l'élève, il te met même des tas d'informations, la date, etc. Et il va te mettre question par question toutes les réponses qui ont été données avec le coefficient qu'on a vu selon le petit tableau là. D'accord. Symétrique. Moi, je n'ai plus qu'à traiter ça. Et c'est un traitement purement logique et mathématique, c'est-à-dire le fait que ce soit positif ou négatif, le fait que ce soit tout ça, ça se traite simplement par des formules et des enfants conditionnels. Et derrière, une fois que le support d'accueil est prêt, je peux adapter en fait n'importe quel test. Alors aujourd'hui, la traduction du fichier Excel, c'est ça qui est intéressant. Ça va éviter beaucoup de problèmes. Le fichier Excel a été écrit, tu as mis du temps à le Le fichier Excel, je l'ai pris surtout parce que je voulais absolument communiquer la cartographie. Donc moi, c'était déjà quand j'ai découvert le modèle, je dis ouais, sur Moodle, c'est quand même très intéressant de faire ce truc-là qui est automatisé. Et en plus, le fait d'obtenir une information visuelle, ça c'est mieux parce que envoyer des commentaires et des analyses de chiffres aux élèves, faut-il encore déjà qu'ils sachent le faire. Mais envoyer un outil visuel, voilà, c'est parlant et c'est immédiat pour eux. Donc ça, ce côté visuel, je tenais absolument à l'obtenir. Et ceux qui connaissent les tableurs, Excel, c'est un graphique, rien de mieux. C'est rapide. La question d'Erika. Alors la question d'Erika, du coup. La question d'Erika, on en a deux. On a Nicolas après qui a une question. D'abord, Erika, c'est donner des points bonus. OK, mais l'important est comment améliorer le niveau de certitude des étudiants qui ne l'ont pas. Alors ça, du coup, c'est quelque chose qui leur appartient, Erika. Donc moi, quand je leur fais la restitution des données, donc je leur rends un document individuel, et notamment ceux qui se retrouvent dans le rouge, que ce soit des bonnes ou des mauvaises notes d'ailleurs. Ceux qui se retrouvent dans le rouge, en général, je leur lâche le commentaire et je leur donne comme objectif justement de devoir améliorer ce discernement des bonnes et des mauvaises réponses. Et la première question que je leur pose déjà, c'est est-ce qu'ils ont joué le jeu quand ils ont rempli les degrés de certitude. Et parfois, on peut finir dans le rouge tout simplement parce qu'ils se disent wow, pas tout, je ne risque rien, au pire du pire, je n'ai pas de bonus. Ça peut être une sorte de logiciel dans lequel se met l'élève. Et donc, si c'est le cas, au moins, déjà, moi, j'ai l'info que ça vient de là. Si ça ne vient pas de là, effectivement, l'objectif de l'élève, c'est de pouvoir s'améliorer. Il n'y a pas que la note, c'est améliorer la condition de son point. Effectivement, si on fait un ensemble de tests avec Moodle, l'idée, c'est de pouvoir observer la progression de ce point vers la bonne zone. En fait, un élève a le droit de ne pas savoir. Surtout quand ils sont en première année, qu'ils arrivent chez nous, qu'ils sont tout jeunes, tout prêts à être formatés. Mais ils ont le droit de ne pas savoir au début. Par contre, à la fin, effectivement, là, ils ont un peu moins le droit de ne pas savoir parce que quand même un tas d'exigences vis-à-vis de leur état de connaissance quand ils arrivent au bout de donc oui, après, ce qu'il faut bien comprendre sur ce degré de certitude, c'est que c'est une auto-appréciation. C'est-à-dire, c'est pas moi qui dis si l'élève a été sûr ou pas de sa réponse. C'est lui qui me le dit. Donc, c'est vraiment sa réflexion personnelle. Mais est-ce qu'on cherche à améliorer cette confiance ou non, juste en mesure? Absolument. De toute façon, ça l'est forcément. Si tu en fais un objectif pour l'élève, tu lui donnes le renseignement. Est-ce qu'actuellement, son analyse réflexive est bonne? Voilà. Donc, c'est une mesure plutôt, pas une amélioration. Enfin, mais ça donne ses bases déjà de amélioration, parce que du coup, l'élève est renseigné si son analyse réflexive est bonne ou plutôt mauvaise. Donc, il doit pouvoir se remettre en question. Donc, c'est là où le biais est intéressant. Nicolas, si tu veux ouvrir ton micro, on t'écoute. Ouais, alors moi, c'était juste une remarque parce que je suis acquis à la cause, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui n'aiment pas Excel, on peut le faire avec autre chose. J'avais cité le logiciel avec les scripts. Ouais, moi, j'utilise R pour faire ça. Donc, c'est parce que j'ai des stats derrière de fiabilité des questionnaires, de discriminabilité des questions et de difficulté des questions. Et il va falloir qu'on corrèle ça. Voilà. Mais j'utilise plutôt les stats que Excel. Voilà, c'est tout. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je serais assez intéressé pour l'essayer. Tu vois, éventuellement, je pense surtout à la majoria parce que je les vois sur plusieurs matières sur toute une année. Donc derrière, on peut vraiment en faire quelque chose. Et potentiellement, encore une fois, après avoir essayé et si tu es d'accord, j'aimerais bien pousser auprès des intervenants aussi. Donc moi, ça m'intéresse pas mal d'avoir ton Excel et d'étudier un peu la question pour l'année prochaine. Là.
Tant que tu as moins de 75 élèves, ça rentre dedans. Si tu va. as plus de 75 élèves, après, il y a des histoires de copier-coller qui sont quand même un peu pénibles sur Excel. T'as de la chance, je suis sur l'IA, pas la cyber. Pour la cyber, ils sont pas 75. Non, mais ils se rapprochent. Ouais. Ils sont la moitié de la promo en IA, ils sont en cyber, donc ils doivent être Ouais, autour des 35-40, je crois. Ah oui, bah, on est large. Oui, mais par rapport aux effectifs. Attends, quand les autres pourront doubler de volume, ce sera pareil, ça. Ah oui. Ouais, mais si tu doubles, tu vas tomber sur 70. Ça passe encore. Ça passe. Ouais, quand même. D'ici là, tu seras monté à 750. Non, mais c'est ça, parce qu'en fait, je tenais à avoir toute la promo sur le même fichier parce que j'utilise quand même la moyenne de classe à un endroit. Le fait d'avoir des règles sur deux fichiers différents, ça calcule deux moyennes de classe différentes. Il faut calculer la moyenne des moyennes. Tu dois communiquer. Tu dois communiquer. J'ai préféré voir large. Le copier-coller va vite, c'est juste que les copier-coller ne fonctionnent pas pour les graphiques. On est obligé de modifier les graphiques individuellement. C'est bon, c'est peut-être ton access. Bah oui, comme disait Nicolas, après, il peut y avoir des logiciels avec des petits scripts ou des langages de programmation qui permettent d'exécuter ça encore plus vite. Bon, moi, il se trouve que j'ai même pas la programmation. Voilà. Je n'en fais pas. Désolé, Sofiane. Les chasses au point virgule, c'est pas pour moi. Merci à tous. Merci à distance également. Bonne fin de journée.